Combien va-t-il y avoir de pilotes dans le futur B-21? Le B-21, c'est le futur bombardier stratégique américain et se pose la question de savoir si on aura un ou deux pilotes à bord. Pour répondre à cette question, tout naturellement, je me suis tourné vers Frédéric Lert, le spécialiste défense d'Aérobus. Oui, bonjour Zil. D'abord, ce B-21, c'est donc un avion assez mystérieux pour l'instant, mais d'entrée de jeu, se pose à nouveau la question de la composition de l'équipage. C'est une question passionnante et qui, comme tu l'as dit, qui n'est pas nouvelle, qui se pose régulièrement, à laquelle on pense parfois apporter une réponse définitive, et puis patatras, on se perçoit que, en fait, non, les choses bougent sans arrêt. Et comme tu l'as dit, le B-21, c'est aujourd'hui une pierre d'achoppement sur ce dossier. Oui. Parce qu'effectivement, le B-21 a commencé ses essais en vol. On commence à avoir quelques photos. Pour l'instant, c'est quand même encore assez lointain. Et pourtant, tout de suite se pose cette question. Alors, qui est-ce qui a lancé ce débat? Alors, c'est intéressant quand tu dis tout de suite, je pourrais prendre le contre-pied et dire, mais que ça vient vachement tardivement, quoi, parce que effectivement, on Ouais. attend que les avions volent pour se poser la question de savoir si on va mettre un ou deux pilotes à bord. Donc c'est très ambivalent comme question et ça montre que les Américains avec le B-21 finalement apprennent en marchant. Ils redécouvrent parfois certaines questions fondamentales et ça c'est lié aux capacités très particulières de cet avion qu'ils nous promettent. Ouais. Alors, ouais, justement, je pense que avant de voir la composition de l'équipage, ce serait intéressant quand même de savoir à quoi cet avion est destiné, quel type de mission il va remplir, parce qu'effectivement, la mission va conditionner la composition de l'équipage. Tout à fait Thierry. Et donc ce bombardier, ce B-21 est appelé à terme à remplacer les B-2, les 19 B-2 qui restent en service, hein, la volante. Et puis les B1B. On notera au passage qu'il n'est toujours pas question de remplacer le B52, pas pour l'instant. Donc Papy fait de la résistance, hein, il va en arriver à 70 ans de service et puis il sera toujours là. Si on revient donc à ce B21, aujourd'hui l'US Air Force parle d'en acheter une centaine, mais le chiffre est très évolutif aussi, ça pourrait être plus. Et puis, effectivement, elle va en faire son futur bombardier stratégique, qui sera de taille assez réduite, hein, compact, puisque on le voit, il est beaucoup plus petit que le B2. Donc ça, c'est les effets du progrès, on va dire, et de la modernisation des équipements embarqués, et puis peut-être aussi certains choix aérodynamiques ou propulsifs, hein, surtout aussi beaucoup de choses tiennent à la propulsion. Et donc, ils ont beaucoup d'ambition pour cet avion, hein, les Américains. On parle de bombardement stratégique, donc tu l'as dit. Tu pourrais nous définir ce qu'est le bombardement stratégique, Non, je peux très, pas. très Ouais, synthétique. ouais, et ben le bombardement stratégique, je dirais que ouais, c'est une question que je n'avais pas préparée, mais tu vas voir comme je suis fort quand même. Je dirais que presque que c'est du bombardement qui se fait depuis les États-Unis vers le monde extérieur. Ça peut être une définition, je pense qu'on peut en donner plusieurs, hein, des définitions. Mais typiquement, quand on regarde de près les derniers conflits dans lesquels les Américains ont été engagés, que ce soit la guerre du Golfe ou l'Afghanistan, la Libye, la Serbie aussi, hein, opération Allied Force en 99, enfin le Kosovo. On s'aperçoit que ces bombardiers stratégiques, et notamment les B2, mais les B-52 aussi, ont été engagés depuis les États-Unis, directement vers leur théâtre, vers leur cible, et puis retour vers les États-Unis ou retour vers une base secondaire. Enfin, ou bien c'était des départs de Diego Garcia. Donc on peut dire que oui, il y a une question d'élongation aussi, hein, bien sûr, dans le bombardement stratégique. On va loin, on emporte beaucoup de charges. Le bombardement stratégique s'entend aussi à l'opposé du bombardement tactique qui se fait peut-être au plus près des zones de contact et des troupes au sol. Donc, ça veut dire des missions longues, avec beaucoup Ça veut dire d'heures. des missions longues, oui. Ouais. Alors actuellement, B1 et les B2, les équipages sont composés de combien d'hommes et de femmes? Alors c'est très variable. Et ça aussi, c'est intéressant parce que on voit que c'est assez évolutif pour les bombardiers, sauf dans le cas justement du B2 et du B1 qui sont assez rigides de ce côté-là. Mais le sujet est immense. Je vais répondre déjà à ta question. Le B2, tu as deux pilotes à bord, point final. Et le B1B, c'est quatre personnes à bord, deux pilotes, et puis derrière, deux officiers système d'armes. Et ça, ce sont finalement des contre-exemples de tout ce qui a été l'histoire des bombardiers stratégiques américains.
Puisque quand on remonte on va dire, on va parler du plus connu, c'est le B-17, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être le plus répandu aussi, quoique le B-24, il y en a eu plus. Mais enfin, le B-17, B-24, B-29, c'est un peu la même formule. C'était deux pilotes et puis un équipage très nombreux d'une dizaine de personnes au total. Tu avais des mitrailleurs, tu avais un navigateur, tu avais un bombardier aussi qui était à l'avant pour viser la cible. Enfin, voilà. Donc on part grosso modo de la Deuxième Guerre mondiale avec 10 personnes à bord. Et puis, au fil des ans, on va voir que l'équipage va se réduire, hein, au fil du développement de l'avionique, des capacités, des automatismes. On va passer sur le B-52. Quand il va rentrer en service, il sera avec 2, 4, 6 personnes à bord. Tu auras deux pilotes, deux navigateurs radaristes bombardiers qui travailleront ensemble, une personne chargée des contre-mesures et de l'autodéfense de l'avion, et puis un mitrailleur. Le mitrailleur va débarquer relativement vite après la guerre du Vietnam, à l'époque grosso modo de la guerre du Golfe. Donc ça va tomber à 5. Aujourd'hui, ils sont toujours 5. Et puis on évoque la possibilité de descendre à 4 encore, en faisant l'économie du spécialiste de contre-mesures, de guerre électronique, et en répartissant son rôle entre les deux navigateurs. C'est un schéma évolutif quand l'avion le permet, hein, quand on peut se permettre de... En général, on rajoute pas des places, on élimine des personnes de l'équipage. Mais voilà, quand on a la flexibilité à l'intérieur et dans les systèmes embarqués, on réduit l'équipage. Donc là, tu parles d'évolution de la composition d'équipage au cours de la vie opérationnelle d'un avion. Euh, Effectivement, je pense que c'est l'arrivée de nouvelles technologies qui font que certaines fonctions à bord peuvent être automatisées et donc on n'a plus besoin par exemple, d'un navigateur. Sur le cas du B-21, là, c'est un saut technologique, c'est une nouvelle génération. On n'est plus dans la continuité, c'est vraiment un avion qui se projette vers le futur. Oui et non, mais c'est surtout la façon de voir la mission qui change. Sur le B2, c'était clair et net, et je ne sais même pas si les Américains se sont posé les questions à l'époque, c'était deux pilotes, parce qu'on partait sur des missions très longues, et c'est toujours l'objet d'une discussion d'ailleurs pour le B21. Je ne sais pas si vraiment le passage à un pilote, un officier système d'armes est acté ou pas. Elle est portée, enfin cette idée est portée par le commandement du Global Strike Command qui donc chapeaute tout ce qui est opération stratégique, donc il y a de bonnes chances qu'elle aille à son terme. Mais il y a quand même, il reste du pour et du contre, hein. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le contre, c'est qu'effectivement, on a affaire à des missions très longues. Les missions de plus de 24 heures sont assez monnaie courante maintenant. Et donc, on n'imagine pas un pilote rester aux commandes pendant plus de 24 heures. Ça, c'est la théorie. En pratique, on sait bien que 90% du vol, c'est comme un vol commercial, hein. L'avion est dans son couloir et il suit son plan de vol. Il suit ce que fait le pilote automatique. Donc la présence du pilote aux commandes n'est pas véritablement nécessaire. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait dans le passé et par exemple sur les Boeing RC-135 de reconnaissance électronique, donc des Boeing 707 militarisés, il était courant que ce soit le navigateur hein, qui soit un peu aux commandes du vol pendant que les pilotes se reposaient sur les missions très longues quand il orbitait ou quand il était en transit. Et le navigateur vérifiait que les points tournants étaient bien exécutés, que le pilote automatique suivait son chemin. Et puis tant qu'il se passait rien, il laissait les pilotes se reposer. Donc on peut très bien imaginer, et c'est un peu dans ce sens que je pense que va l'US Air Force, c'est qu'on ait un pilote qui s'occupe des phases délicates et importantes, c'est-à-dire, c'est pas très compliqué, hein. Il y a le décollage, le ravitaillement en vol, la zone sur l'objectif, et puis le ravitaillement en vol pour rentrer, et puis l'atterrissage. Et puis entre tous ces morceaux de mission qui sont finalement assez brefs, tu as des heures et des heures de ligne droite en haute altitude. Et donc on peut imaginer que le pilote seul qui ait cette qualification de pilote, mais il n'est pas seul à bord, hein, il est le seul à avoir la qualification de pilote, se repose et que le navigateur qui est à son côté ou le navigateur officier système d'armes qui est à ses côtés garde un œil quand même sur ce qui se passe et une formation peut-être basique pour comprendre le vol et puis s'assurer que l'avion est bien là où il devrait être, à la bonne vitesse et à la bonne hauteur. Tu parles de la complémentarité des membres d'équipage, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que aujourd'hui, il me semble que le sol a pris de plus en plus d'importance dans une mission.
C'est-à-dire que la mission, elle est suivie d'un bout à l'autre depuis un PC, et c'est ce PC qui dirige les opérations aussi d'une certaine façon. Si on allège le travail de l'équipage par des automatismes, mais aussi par un accompagnement plus important depuis le sol, on peut envisager de redéfinir la fonction de chacun des membres d'équipage. Non, je pense pas, parce que là, là, tu évoques un peu la méthode finalement soviétique, où c'est même le contrôleur d'interception, par exemple, quand tu faisais décoller un chasseur, c'est le contrôleur d'interception qui déclenchait le tir, hein. Il pouvait aller jusque-là. Tu veux dire que le déclenchement du tir se faisait non pas de l'avion, mais depuis le sol? Ça pouvait, oui. Oui, oui. D'ac- Donc le guidage était, le pilote était guidé de A à Z, hein. C'était un singe qui poussait, qui tirait le manche, comme on lui demandait de faire, qui appuie sur le palonnier à gauche, à droite. Là, on était vraiment dans l'excès. Et aujourd'hui, pour ce qui est du bombardier stratégique, bien sûr qu'il y a des liaisons satellites, hein, que le bombardier reste, alors ne parlons même pas du nucléaire, parce qu'il y a toujours l'ordre de retour qui peut intervenir au dernier moment. Mais même dans les missions classiques, il y a toujours cette liaison effectivement avec le commandement. Mais ça tient plutôt à, par exemple, des changements d'objectifs en cours de vol, hein. Ça, c'est arrivé très très fréquemment dans les différentes guerres, que les Américains reçoivent des ordres de changer d'objectif en cours de vol, de rentrer de nouvelles coordonnées, et ils le font ça pendant le vol. Mais ça, c'est indépendant, je pense, que de la conduite de la mission en tant que telle, depuis l'avion, avec les pilotes et les officiers système d'armes, qui eux continuent de gérer leur avion depuis l'intérieur. Hmm. Donc c'est autre chose. Non, vraiment, l'idée de base, alors tout à l'heure j'ai parlé des idées contre, hein, des gens qui disaient oui, mais ça risque d'être problématique parce qu'il y a plus de 24 heures de vol. L'idée de base, on la voit dans beaucoup de domaines, c'est que le vol en lui-même de l'avion aujourd'hui, c'est plus un problème, c'est une chose réglée. L'avion se gère très bien tout seul, à tel point qu'on a évoqué parfois que le B-21, on a dit parfois que le B-21 pouvait être un drone. Donc on sait faire voler un avion seul, hein, ça y a aucun souci. Le point dur, et qui est de plus en plus dur, c'est la gestion de la mission elle-même. C'est quand on est au-dessus ou à proximité de l'objectif, ou quand on est quand on arrive au point initial et qu'on commence à larguer les armements ou à préparer le tir. Enfin, et c'est ça qui demande énormément de travail. Le pilote, lui, gère sa trajectoire, et puis la personne qui est à côté, que ce soit un deuxième pilote ou un officier système d'armes. On parlera tout à l'heure du cas français avec les Hmm. navigateurs officiers système d'armes en place arrière. Lui entre dans le dur et met vraiment les mains dans le cambouis pour que les munitions atteignent leur cible. Alors, si on en revient donc au B-21, quelles sont les alternatives qui se présentent actuellement? En matière Et d'équipage ou en matière d'avion? en matière d'équipage, et c'est justement ces alternatives qui s'opposent et qui génèrent le débat actuel. Ben, on a la configuration actuelle de pilote à bord, mais l'avion est en développement, donc on le comprend. Il y a pas de, ils en sont pas encore, je pense, à tester le système d'armes et à jouer des scénarios opérationnels. Donc voilà, là et aujourd'hui, ils ont les mêmes peines avec les qualités de vol de l'avion, donc c'est normal, ils sont deux à bord. Le deuxième scénario, c'est qu'effectivement, l'avion pourrait être dronisé, hein, on l'a évoqué. Donc ça, c'est une solution totalement différente. Troisième scénario qui aujourd'hui prend le devant de la scène, c'est un pilote, un navigateur, officier système d'armes. Oui, plutôt, on va dire plutôt officier système d'armes. Et puis, mais c'était ma conclusion, mais je vais la sortir tout de suite, hein. Le quatrième scénario, c'est pourquoi pas, je vais être un peu provocateur, mais pourquoi pas deux officiers système d'armes à bord finalement, puisqu'on voit que le pilotage de l'avion n'est plus un souci. L'avion s'est décollé, atterrir, demain il saura se ravitailler tout seul. On le fait déjà avec des drones, hein, qu'on ravitaille en vol. Donc, pourquoi pas deux officiers système d'armes sur des missions particulièrement complexes. C'est de la provoque, hein, de ma part. Je pense pas que les Américains aillent jusque-là. Mais à tout le moins, une solution médiane qui serait intéressante, c'est effectivement un pilote et un officier système d'armes formé, un petit peu plus qu'à la marge, au pilotage pour certaines phases du vol. Tu parlais là de la France. Nous, on a une doctrine sur la composition des équipages. Alors, doctrine, je sais pas. On a eu notre phase de tâtonnement. On a aujourd'hui des choses relativement bien établies. Le mot doctrine est peut-être un peu fort, parce que qui dit doctrine, à moins qu'on ait la capacité de se remettre en question assez facilement, d'être assez souple, mais il vaut mieux éviter que les choses soient figées en la matière, hein. Il faut savoir faire preuve de souplesse. On a beaucoup tâtonné. Ce qui a été très formateur pour la France et très intéressant, ça a été la mise en service du Mirage 4.
avec le pilote à bord et le pilote à l'avant, et le navigateur, officier système d'armes, on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était le navigateur en place arrière. La France n'a pas eu, au-delà de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'Indochine, puisque là on avait encore, on héritait de bombardiers américains, notamment les B-24 en Indochine et puis en Algérie. Donc là c'était un équipage, mais façon Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui ça c'est réglé, c'est mis de côté. Mais on n'a jamais eu de bombardiers biplace. On a eu donc ces avions biplaces mais en tandem. Et donc la question s'est posée avec enfin, le Mirage 4 a été fait de cette manière, avec un pilote devant, un navigateur derrière. Et ça a marqué très profondément l'armée de l'air, puisque tous les équipages qui sont passés par cet avion ont pu en goûter l'intérêt. À la suite du Mirage 4, l'armée de l'air est partie sur le Mirage 2000. Elle a poursuivi dans cette voie, hein. Elle est restée sur le biplace en tandem. Un petit aparté d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Américains aussi, quand la France faisait le Mirage 4, les Américains ont sorti une série de bombardiers pas tout à fait tactiques, pas tout à fait stratégiques. Avant le B-52, un peu après, c'était le B-47 par exemple, qui était un biplace en tandem. Le B-58, un triplace. Alors là, pour le coup, un triplace, hein, les trois, la queue leu dans l'avion. En même temps que je te parle, j'ai un doute sur le B-47, est-ce qu'il n'y avait pas un navigateur qui était planqué au sous-sol? Mais bon, toujours est-il que, il y avait sur le B-58 aussi ces trois membres d'équipage qui étaient les uns derrière les autres. Je continue mon petit aparté. Quand est arrivé le B-52, les deux premiers prototypes, le X et le Y, avaient donc les navigateurs au sous-sol et puis les deux pilotes, pour le coup, étaient en tandem l'un derrière l'autre. Et ça a beaucoup choqué le général Lemay qui commandait le Strategic Air Command et qui a exigé de Boeing qu'ils remettent les choses à l'endroit, qu'ils remettent l'église au milieu du village et que deux pilotes côte à côte dans un cockpit comme on le connaît aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça n'avait pas beaucoup de sens d'avoir l'un derrière l'autre qui ne pouvaient pas communiquer directement, qui ne pouvaient pas se voir, qui ne pouvaient pas échanger des objets, des cartes, des trucs, des machins, des chewing-gums. Et donc, voilà, l'équipage a été figé avec ces deux pilotes à l'avant du bombardier stratégique. Donc, pour revenir à ta question, la France, elle n'a pas eu ce problème, puisqu'on n'a jamais eu de bombardier stratégique, autre que le Mirage 4, qui est une espèce de gros chasseur, finalement. Et donc, le Mirage 4 a mis en place ce choix technique, qui a été entériné par le Mirage 2000. Et alors, parce qu'on considérait que la mission nucléaire exigeait aussi la présence de deux hommes à bord, hein, c'était important. Sa complexité exigeait qu'il y ait un officier système d'armes en place arrière. Et ce qui est très intéressant, c'est au tournant de la guerre du Golfe, la France s'est beaucoup engagée donc, sur le Mirage 2000D, là pour le coup pour des missions classiques, mais en gardant cet équipage à deux, on a jugé que c'était essentiel sur les missions les plus complexes de garder cet équipage à deux. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je renvoie à ce magnifique livre de Marc Scheffler, La guerre vue du ciel, où sur 500 pages, il explique en long, en large et en travers, mais sans qu'on se lasse, tout l'intérêt vraiment d'avoir deux membres d'équipage. Donc on voit qu'en France, la question est un peu différente, elle se pose quand même hein, sur la composition de l'équipage, mais elle est quand même un petit peu différente dans ces termes. Alors, des Mirage 2000, il y en a de moins en moins dans les forces françaises. Il est remplacé par le Rafale. Et le Rafale, on a des Rafales biplaces et des Rafales monoplaces. C'est en fonction des missions. Comment ça s'organise, la répartition? Eh bien, ça, c'était la question à 2 milliards de dollars que se posait l'armée de l'air dans les années courant des années 90, en fait. Et pas seulement l'armée de l'air, parce qu'il y a eu, là, il y a eu pour le coup un véritable débat théologique. Faut-il mettre un ou deux hommes à bord? L'armée de l'air se posait la question, la marine s'est posé la question, la DGA, la Direction générale de l'armement, s'est posé la question. Et puis Thales aussi s'est beaucoup posé la question, parce que Thales fournissait l'essentiel des systèmes avioniques de ces avions. Et quand le Rafale est arrivé, tu as eu deux sons de cloche à l'époque, hein. Tu as eu certains qui disaient ben, l'avion est suffisamment avancé, évolué pour que le pilote seul puisse se débrouiller et faire toute la mission. Et puis tu avais cette lame de fond qui remontait donc au Mirage 4 dont on a parlé, au 2000N, au 2000D, et à tous ces jeunes pilotes et officiers NOSA qui étaient passés dans les avions et qui commençaient à se retrouver dans les postes de responsabilité et qui ont quand même su influer sur le cours des choses et faire prendre un cap légèrement différent à l'équipement de l'armée de l'air. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, 20, 30 ans plus tard, que ça a été une très bonne chose et c'était une révolution douce mais réussie et fructueuse, puisque alors qu'initialement il était prévu que l'armée de l'air achète du monoplace, et puis après la guerre du Golfe, on s'est dit, ah mais non, mais c'est super ce qui se passe avec les biplaces, on peut gérer des situations très complexes avec deux hommes à bord, on va passer sur une flotte
100% biplace. Et puis on s'est aperçu quand même que ça allait coûter horriblement cher. Le biplace c'est un petit peu plus cher. Puis il est surtout, il coûte parce qu'il oblige à avoir une deuxième filière de formation des navigants. Donc on a 2 fois plus de navigants dans les escadrons et ça coûte un bras. Donc voilà, on est parti dans le zig et le zag. Et puis aujourd'hui on en a une situation, on est à peu près équivalent, c'est-à-dire on a la moitié de Rafale monoplace et la moitié de Rafale biplace au sein de l'armée de l'air. La précision, c'est au sein de l'armée de l'air, parce que des Oui. Rafales, il y en a également dans la marine, et là, c'est totalement différent, apparemment. La marine s'est aussi posé la question. Je crois qu'on avait trouvé un petit nom à l'époque, ça aurait été le Rafale N. Enfin, j'ai vu deux versions, le N comme November ou le BM. B comme biplace et M comme marine. Et puis ça s'est pas fait, pas fait pour plusieurs raisons, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Alors, on va les passer en revue rapidement. D'abord, premier point, le Rafale M de la marine est plus lourd que le Rafale C de l'armée de l'air, hein. Il y a un train d'atterrissage renforcé, il y a la crosse, enfin voilà. Il y a différents équipements qui font qu'il a quelques centaines de kilos de plus. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le Rafale B biplace est plus lourd aussi que le monoplace de l'armée de l'air. À peu près, je crois que c'est dans les 700 kilos. Donc, ça, plus ça, plus ça, on aboutissait sur le Rafale biplace marine, un avion qui était quand même relativement lourd. Et cet avion lourd, il a fallait pouvoir le catapulter, ça c'est une chose, à pleine charge si possible. Et puis il fallait surtout pouvoir le recevoir, le faire apponter. Et la masse à l'appontage, on sait que c'est ce qui conditionne énormément de choses, la masse, la vitesse à l'appontage. Et donc je crois ça pouvait coincer de ce côté-là. C'est-à-dire que si on ramène de la masse à vide, puisque le biplace aurait été plus lourd, on ramène peut-être moins de pétrole ou moins d'armement, des armements non tirés. Si on ramène moins d'armement, si on veut ramener moins d'armement, on est obligé de le larguer à la mer avant d'apponter, ça coûte cher. Si on ramène moins de pétrole, eh ben, ça coûte cher aussi parce que on ne laisse que peut-être une ou deux tentatives d'appontage au pilote avant de faire décoller la nounou et puis de ravitailler en vol. Rien n'est gratuit hein, en matière d'aéronautique et particulièrement d'aéronautique militaire et encore plus en matière d'aviation embarquée. Donc voilà, le biplace marine aurait eu un coût opérationnel sans doute. Après, il y a un coût financier aussi. L'avion est un petit peu plus cher, c'est ce qu'on dit. Et puis aussi, et surtout, il y a cette question de la deuxième filière de navigants, parce qu'il aurait fallu que la marine dispose de navigateurs officiers système d'armes en passe arrière. Donc la formation, elle aurait été sans doute mutualisée avec l'armée de l'air, ça c'est pas un souci. Mais ça fait quand même des équipages doublés, il faut les payer, ça coûte cher. Et puis, une question assez terre à terre aussi, il aurait fallu les héberger sur le porte-avions, quoi. Quand tu as 50 avions, quand tu as 30 avions, pardon, 30 rafales sur le bateau, il faut rajouter une vingtaine d'officiers en plus dans les flottilles. Donc il y a eu tout cet ensemble de raisons qui ont fait que la marine n'a pas souhaité acquérir de biplace finalement. Ce qui se traduit d'ailleurs par une bizarrerie, parce que quand la marine, la force d'action nucléaire, la FANU, qui est donc une composante nucléaire des flottilles de la marine, hein, qui est mise sur pied quand elle est nécessaire, eh bien quand on utilise l'arme nucléaire à bord du bateau, et c'était déjà le cas avec le super-étendard, le dogme de l'équipage double, enfin des deux membres d'équipage, tombe à l'eau, si je puis dire, et tu n'as plus qu'un seul pilote à bord pour tirer l'arme nucléaire. Bon, il y a une procédure particulière à la marine hein, qui fait que d'une certaine manière, ce principe de double clé est préservé, mais voilà, la marine a fait le choix du monoplace Mais et elle s'y c'est un tient. peu, ouais, c'est un petit peu paradoxal ce que tu nous dis là, parce que bon, d'un côté, donc, on a l'armée de l'air qui dit il faut absolument deux membres d'équipage pour aller délivrer la bombe atomique, et de l'autre côté, c'est la marine qui dit ben, on va faire qu'avec un parce que ça coûte trop cher de le faire avec deux, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un avion suffisamment performant et suffisamment léger, parce qu'il faudrait avoir deux filières de formation. Je veux dire, ça paraît quand même bizarre que l'intérêt de la mission passe après des intérêts économiques. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. D'abord, un petit modulo au passage. L'armée de l'air a fait de la mission nucléaire avec des monoplaces, hein. Le Jaguar qui emportait la bombe atomique tactique, la N-52, je crois, était monoplace. Elle l'a fait auparavant avec la F-100 quand ils emportaient des bombes américaines sous contrôle américain. C'était des avions monoplaces.
Tu vas me dire c'est des missions tactiques, mais il n'empêche quand même on envoie des watts. Donc voilà, c'est pas aussi figé que ça. Aujourd'hui, on parle de biplace dans le cadre des missions de dissuasion stratégique avec le missile SMPA. C'est ça qui est gravé dans le marbre. La marine, il aurait été dommage qu'elle se détermine, enfin, il aurait été compliqué à gérer le fait qu'elle se détermine par rapport à une mission qui est quand même très ponctuelle pour elle et pas essentielle, on va dire, dans la vie de tous les jours, hein, qui est la mission nucléaire, pour organiser tout son outil en fonction de cette mission. Et puis, encore une fois, on l'a vu, bah, de toute façon, si elle le fait, c'est qu'elle peut le faire dans les mêmes conditions, a priori, que l'armée de l'air, avec, c'est peut-être un peu moins confortable pour le pilote, mais l'emploi de la marine est quand même assez différent aussi. Il se joue peut-être pas dans le même contexte. Les bateaux sont sur l'eau, donc un Rafale marine au ras de l'eau, c'est peut-être plus simple à gérer qu'un Rafale air dans les vallées d'Europe centrale. Il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais il y a une chose qui est très claire, et il faut être très clair là-dessus, il faut insister là-dessus, c'est que si la marine fait la mission avec le Rafale monoplace, c'est qu'elle juge que le Rafale monoplace est tout à fait apte à la gérer. Point final et fermer le banc, quoi. Tu viens de nous expliquer que la marine et puis l'armée de l'air, c'est-à-dire les deux premiers clients du Rafale, avaient pris chacun des options différentes. Aujourd'hui, le Rafale est vendu à l'export, 7-8 pays. Euh, qu'est-ce que les pays étrangers achètent, du monoplace ou du biplace? Ouais, ça, c'est une bonne question. On s'aperçoit que finalement, les pays étrangers achètent plutôt du monoplace et quelques biplaces. Et pourquoi? Parce on l'a pas dit, mais effectivement, le Rafale biplace, c'est un avion de combat, hein, avec un poste arrière à partir duquel tu peux piloter l'avion, tu peux gérer la mission. Et donc, il est totalement opérationnel au même titre que les monoplaces. Il a un canon à bord également. Enfin, voilà. Mais il est également utilisable, et la France l'utilise en tant que tel, comme avion d'entraînement. Et on s'aperçoit que les pays étrangers finalement qui achètent des biplaces, c'est toujours une petite poignée de biplaces, principalement pour la formation, pour les missions d'entraînement. Donc on est dans un schéma assez classique et il n'y a pas trop de rupture de ce côté-là. Et ça tient sans doute à l'emploi qui est fait de l'avion et à l'expérience aussi des pays qui l'acquièrent, qui n'ont peut-être pas les exigences, l'expérience et les expériences du combat et les exigences que peut avoir l'armée de l'air. Je fais un petit retour en arrière. L'armée de l'air et les équipages ont énormément transpiré, notamment en Afghanistan, dans des missions très compliquées, très longue, très compliquée, où il fallait sans arrêt écouter deux, trois radios différentes. Il fallait parler au troposol, il fallait parler à son ailier, il fallait parler au ravitailleur, il fallait parler éventuellement au CAOC. Enfin voilà, il fallait gérer tout ça, il fallait tirer l'armement, il fallait suivre les gens au pod avec le pod, il fallait suivre ce qui se passait au sol, il fallait voir et éviter parce que de temps en temps tu avais des drones qui se baladaient dans des zones où ils étaient pas censés se balader. Voilà, donc on s'est aperçu en Afghanistan qu'on tirait beaucoup de laser à l'époque, et quand on tirait du laser, il fallait continuer à piloter l'avion tout en guidant la bombe. Ça, on le sait faire sur monoplace, mais quand tu rajoutes ça, plus ça, tout cet ensemble, toute cette situation, on peut arriver très vite à saturation. Une fois de plus, je rappelle, j'incite les gens fortement à lire le bouquin de Marco Scheffler, qui décrit extrêmement bien cette forme de saturation cognitive quand on est dans un avion. Donc, voilà, donc l'armée d'air a goûté à ces missions complexes. Elle en a tiré les leçons, très bien. Et aujourd'hui, elle est clairement, elle est très engagée aussi, toujours dans ces missions complexes, qui sont bah, le tir de missiles de croisière, par exemple, qui est une mission dite pré-stratégique, le tir d'armement nucléaire, et puis le tir de munitions guidées dans des environnements compliqués, dans un contexte de brouillage aussi très fort. Donc voilà, c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore, qui n'ont pas percolé jusqu'au niveau de certains clients export. Donc ça, c'était pour le Rafale. Donc revenons au B-21 en guise de conclusion. Alors, on est parti du B-17 de la Seconde Guerre mondiale avec une dizaine de membres d'équipage. On arrive aujourd'hui au 21e siècle avec deux membres d'équipage, a priori. Peut-être un seul. Tu disais même à un moment, tu disais peut-être même plus du tout d'équipage. Et ça sera peut-être ma dernière question. Mais s'il devait rester un seul membre d'équipage dans un avion comme le B-21, ce serait quelle fonction? Alors, il y a fonction et qualification.
La fonction, bah, s'il est dans l'avion, bah, sa fonction de facto, c'est qu'il pilote, qu'il assure la mission. Donc, il sait tout faire. Sa qualification, c'est autre chose. Est-ce qu'il est qualifié officier système d'armes et puis on lui donne des bribes ou de formation partielle ou plus ou moins complète pour ramener l'avion en cas de souci? Pourquoi pas? C'est d'ailleurs le cas maintenant, aujourd'hui, déjà dans certains biplaces. Hein, les navigateurs officiers système d'armes ont les commandes de vol et puis eh ben, ils savent ramener les avions. À minima, ils savent ramener un avion à un point donné en zone amie pour permettre l'éjection. Ça, c'est le minimum. Poser l'avion, peut-être que certains pourraient le faire, mais voilà. C'est intéressant ta question parce que voilà, où est-ce qu'on va mettre le curseur? Ce qui est certain, c'est que la fonction du bonhomme à bord, quand il sera seul, ben, il saura tout faire, hein, sinon ça sert à rien de le mettre à bord. Donc il sera décollé, il saura surtout placer les munitions au bon endroit. Le décollage et l'atterrissage seront peut-être automatiques, le ravitaillement en vol. Et puis, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on formera un pilote et qu'on lui donnera des briques pour d'officier système d'armes, ou bien est-ce qu'on formera un officier système d'armes et on lui donnera des briques de pilote? Ça, c'est la question. Voilà. Toujours est-il que, bon, des missions de plus de 24 heures tout seul, il a intérêt, je sais pas, à avoir de bons livres ou des choses à manger, quoi. Parce que quand on mange quand on s'ennuie. Mais il y a cet aspect aussi humain hein, qui plaide en faveur de la présence de deux personnes à bord. Hein. Sur des missions de 24, ou même on voit parfois 30 heures de vol, il est quand même plus sain d'être deux. D'accord. Donc le débat sur la composition des équipages militaires, et c'est un débat qui va être permanent tant qu'il y aura des militaires dans le ciel. Donc il y aura de l'humain à bord, oui. Mais c'est une bonne chose. C'est toujours bon de se poser des questions et de chercher les réponses. Hein. On reste jeune. Eh bien, c'est sur cette réflexion philosophique de Frédéric Lert que nous allons mettre fin à cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh ben, likez-la et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aérobuzz.